Bonjour chers amis, dans le cadre du deuxième numéro de nos cours, nous allons aborder aujourd'hui les droits de l'homme. Selon les cultures, les civilisations et les sensibilités des nations au sexisme, les droits de l'homme sont quelquefois appelés les droits de la personne, quelquefois appelés les droits humains, quelquefois appelés les droits fondamentaux, quelquefois appelés les libertés fondamentales. Les droits de l'homme existent parce que l'homme existe. Les droits de l'homme appartiennent à l'homme du fait qu'il est homme. Les droits de l'homme sont inhérents à ce qui est humain à l'homme. Les droits de l'homme sont inhérents à la nature humaine. Voilà la raison pour laquelle pendant très longtemps on les a appelés les droits naturels. Mes chers amis, on va commencer aujourd'hui par faire une expérience. Lorsque vous battez un enfant alors qu'il a tort, il ne pleure pas de la même manière que lorsque vous le battez alors qu'il n'a pas tort. Lorsque vous battez un enfant alors qu'il n'a pas tort, on sent un thème de révolte dans sa voix. C'est dire que l'idée de justice, l'idée de dignité, le refus de l'oppression, le refus de l'injustice font partie du dispositif génétique de l'être humain. J'allais presque dire qu'ils sont inscrits dans l'ADN de l'homme. C'est dire que la revendication des droits, la jouissance des droits, l'idée de droit de l'homme est inhérente au fait que l'homme est homme, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu et donc revêtu d'une éminente dignité. Vous savez, la revendication des droits de l'homme est aussi vieille que le monde. Aussi vieille que le monde. Depuis l'Antiquité déjà, Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, posait le principe de dignité et disait que chaque être humain mérite le respect. Lorsque Moïse dit au pharaon d'Égypte, je suis hébreu, mais je n'en suis pas moins un homme. Vous êtes le pharaon d'Égypte. J'appartiens au peuple hébreu, qui est un peuple soumis à votre autorité, mais vous me devez respect, vous me devez considération. Mon appartenance au peuple hébreu ne signifie en rien une infériorité à l'échelle de la valeur humaine. Cela nous plonge au cœur de la pensée judéo-chrétienne et de son apport aux droits de l'homme. Lorsque la pensée judéo-chrétienne dit qu'il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, cela veut dire que le pouvoir ne régente pas tout dans la vie de l'être humain. Ça veut dire qu'il y a une sphère spirituelle de l'homme, une sphère intime, une sphère psychologique, une sphère de pensée de l'homme qui échappe au pouvoir, qui échappe à l'autorité. Cette sphère pose la question de l'autonomie de la conscience. Parce que la liberté, indifférente aux contingences sociales, aux contingences politiques, aux contingences de pouvoir, prend racine dans l'autonomie de la conscience. Lorsque la pensée judéo-chrétienne dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, parce que c'est une partie de Dieu, l'homme, parce que c'est une créature d'essence supérieure, doit être revêtu d'une éminente dignité, doit être respecté dans son être intime, doit être respecté dans son autonomie, doit être respecté dans le secret de sa conscience. Ce fil conducteur, cette philosophie qui transcende l'histoire autour de l'idée de la nécessité de respecter de l'homme, s'est retrouvée au XIIIe siècle
en Afrique dans ce qu'on a appelé la charte du Mandé. La charte du Mandé, qui est aujourd'hui inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, fait partie des textes fondateurs des droits de l'homme. De même, au 15e et 16e siècle, 15e et 16e siècle, les juristes consuls musulmans de l'Empire du Mali ont développé beaucoup de textes dans le sens de la protection des libertés politiques, des libertés collectives, des libertés individuelles des citoyens de l'Empire du Mali. C'est cette trame historique, c'est cette évolution historique, j'allais dire, c'est ce fil conducteur des droits de l'homme qui a abouti au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, à ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières. Le XVIIIe siècle est un siècle extrêmement important dans l'histoire des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que dans ce siècle, à juste titre appelé siècle des Lumières, de grands penseurs ont jeté une lumière crue sur la réalité de l'oppression des droits de l'homme par l'Église et par certains tabous judéo-chrétiens. Parmi ces penseurs, on peut distinguer Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a écrit un ouvrage extrêmement important qui s'appelle Le contrat social. Pour schématiser sa pensée, Rousseau dit les êtres humains étaient à l'état de nature. À un moment donné, ils ont éprouvé le désir de passer à l'état social. Pour organiser leur vie dans l'état social, ils ont renoncé à une partie de leur liberté au profit d'un pouvoir organisé, d'où le contrat social. Parmi ces penseurs, il y a Voltaire. Voltaire, dans un livre historiquement chargé, qui s'appelle Traité de la tolérance. Traité de la tolérance. A démontré la bêtise de l'intolérance, a démontré la bêtise du totalitarisme. Le traité de la tolérance est un moment phare de l'histoire des droits de l'homme parce qu'il intervient dans un contexte historique où les intellectuels avaient besoin de s'élever contre l'intolérance religieuse. Ce livre est d'une actualité brûlante dans ce contexte d'aujourd'hui marqué par le terrorisme sur fond de fondamentalisme religieux. Mais le siècle des Lumières est surtout le siècle du baron de Montesquieu. Montesquieu, dans un ouvrage fondamental qui s'appelle L'Esprit des lois, a dit quelque chose de très important. Il dit tout homme qui a du pouvoir est tenté à en abuser. Pour éviter l'arbitraire, il faut créer un mécanisme institutionnel à l'intérieur duquel le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que celui qui vote la loi soit différent de celui qui veille à son exécution et que celui qui veille à son exécution soit différent de celui qui applique la loi pour arbitrer les différends entre les individus. Bref, il faut la séparation des pouvoirs. Il faut faire de la sorte que le pouvoir jadis concentré entre les mains d'un monarque soit éclaté entre des pouvoirs
indépendants, déconnectés les uns des autres. Donc c'est toute cette philosophie des Lumières qui a catalysé la Révolution française de 1789. Cette révolution a abouti à une déclaration très importante, qui est une étape fondamentale des droits de l'homme. C'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est la première fois, après le texte que Thomas Jefferson a placé en préambule de la Constitution des États-Unis en 1776, c'était la première fois, après cette étape, qu'il y ait un texte à portée universelle qui énumère et défend des droits attachés à l'homme parce qu'il est homme. Ce texte dit à son article 1er que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce texte dit à son article 2 que l'homme a droit à 4 droits fondamentaux: la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. Ce texte prévoit la liberté de pensée, la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté de presse, les différentes libertés politiques. Bref, ce texte est un condensé de toutes les libertés dont a besoin l'être humain pour son plein épanouissement dans la cité. C'est une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le citoyen étant l'homme qui habite dans la cité. Donc c'est un moment fort de l'histoire des droits de l'homme. Ce texte allait plus tard être complété en 1948. 3 ans après la création de l'Organisation des Nations Unies, la nécessité s'est fait ressentir